Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Reparlons de ce qui s'est passé ce samedi totalement fou en Russie avec cette rébellion. Moi, je préfère dire mutinerie de la part d'Evgeny Prigojine face à Vladimir Poutine. Arnaud Dubien est avec nous, directeur de l'Observatoire franco-russe et chercheur associé à l'IRIS. Arnaud Dubien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je disais mutinerie, on a peut-être employé un peu à tort d'autres mots, mais mutinerie, et ce samedi totalement fou. Alors aujourd'hui, eh bien, on n'a plus de nouvelles de Prigojine, on n'a plus de nouvelles de Poutine. Ils n'ont pas été vus en public depuis samedi. Après ce face-à-face, les Russes ont été sidérés par ce qui se passait, le monde entier d'ailleurs. Le monde entier aussi. Le pouvoir de Poutine a-t-il réellement été ébranlé? Prigojine voulait-il réellement... On disait, je voyais sur toutes les chaînes de télévision samedi, Prigojine peut-il renverser Poutine? La question était, Prigojine veut-il renverser Poutine? Enfin, pour l'instant, statu quo. Prigojine serait au Kazakhstan, en Biélorussie, et Poutine, lui, serait au Kremlin. Voilà, bon, voilà où on en est. Arnaud Dubien, nous sommes toujours sidérés, vous aussi. Oui, même si je suis à Moscou depuis hier soir et je note que il y a un sentiment de normalité, de retour à la normale, à ceci près que les moscovites ont un jour de congé, puisque le maire de Moscou, samedi, au plus fort des événements, avait décidé d'appeler finalement les moscovites à rester chez eux lundi, chez eux ou à la dacha. Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu en décalage. Alors pour revenir à ce que vous avez dit, effectivement, je ne pense pas que l'on puisse qualifier ce qui s'est passé de tentative de coup d'État, parce que l'objectif de Prigojine, pour autant qu'on puisse le savoir, n'était pas de renverser Vladimir Poutine, n'était pas d'occuper le Kremlin, ni de diriger la Russie. Initialement, il s'agissait d'obtenir la tête du ministre de la Défense, M. Shoigu, du général Gerasimov, chef d'état-major, avec lequel il est en conflit depuis des semaines et des mois. L'élément déclencheur, je ne sais pas si ça a été dit ou suffisamment dit en Occident, c'est sans doute la décision le 1er juillet du Kremlin, finalement, d'obliger toutes les formations paramilitaires, les compagnies militaires privées, à signer un contrat en bonne et due forme avec le ministère de la Défense, qui signifiait finalement la fin de Wagner. Donc c'est un conflit le corporate. 1er juillet, la date était fixée. Hein. Exactement, finalement. Je dirais c'est un conflit corporate qui a dégénéré très gravement, évidemment. Ce qui renvoie à, finalement, pourquoi Wagner? Pourquoi avait-il des armes? Est-ce que ça a été bien géré? Manifestement non. C'est extrêmement fâcheux pour l'État russe, pour l'image de Poutine, et en même temps, il ne faut pas se précipiter. Je crois que les vraies conséquences, on ne les verra pas aujourd'hui, pas demain. Tout ça va se décanter, va infuser, si j'ose dire, dans les esprits des élites et de la population. Restons prudents. Et puis il y a la dimension militaire, bien sûr. Ce que l'on note, c'est que pour l'instant, en tout cas, l'Ukraine n'a pas tiré profit de ces événements. Oui, Arnaud Dubien, ne nous emballons pas. J'aime entendre votre discours. Ne nous emballons pas. Posons-nous simplement des questions sur l'avenir du pouvoir de Poutine, de l'autorité de Poutine, parce que il a tout de même été humilié, Poutine, Arnaud Dubien. Oui, c'est une humiliation, et je dirais que ce n'est pas la première. Dans un autre registre, le drone ou les 2 drones ukrainiens sur les coupoles du Kremlin début mai, c'était déjà extrêmement fâcheux. Là, c'est différent, c'est tout le mythe ou l'image de la verticale du pouvoir, de la stabilité, qui était déjà écornée, mais qui sont battus en brèche. Il y a eu un moment, non pas de panique, mais une vérité assez crue, qui n'est peut-être pas très connue au-delà de Moscou, c'est que finalement, ils auraient pu aller jusqu'au Kremlin. Encore une fois, c'était pas forcément leur objectif, mais ce qu'a révélé cette crise, c'est que ces colonnes, elles auraient pu aller plus loin. Et à un moment, la sécurité de la capitale, et c'est aussi assez humiliant, je pense, dépendait des détachements tchétchènes, de M. Kadyrov, qui étaient probablement les seuls à pouvoir les arrêter. Donc tout ça, encore une fois, va laisser des traces dans les esprits. C'est peu visible aujourd'hui par la force des choses, mais comment les élites, les gens qui sont au cœur du système vont réévaluer le rapport de force? Est-ce qu'elles voient toujours Poutine finalement comme le garant
du système ou comme quelqu'un de très affaibli. Et puis la population, ça aussi c'est intéressant. La population, si on fait un parallèle, une comparaison, n'est pas sortie dans les rues comme en 1991 lors du putsch à Moscou pour soutenir Poutine. Oui. À Rostov, on a vu que les choses étaient partagées. Il y a eu des bagarres entre les partisans de Wagner et les loyalistes. Et finalement, l'apathie du peuple russe qui est encouragé par le pouvoir, elle peut aussi aujourd'hui être un facteur de vulnérabilité. Un facteur de vulnérabilité quant à Prigojine, lui, il est devenu plus populaire. Je ne sais pas, je crois que c'est quand même le grand perdant. Vous pensez que c'est le grand perdant, oui. Il a sauvé sa peau. À un moment, samedi, c'était la grande question. N'oublions pas le discours extrêmement martial, extrêmement dramatique de Vladimir Poutine samedi matin, la comparaison avec 1917. À ce moment-là, je crois que pas grand monde pensait que Prigojine sauverait sa peau. Sauf que, encore une fois, il n'y avait personne ou pas suffisamment de force pour réduire ces colonnes, pour réduire Wagner. Mais Arnaud Dubien, l'élite politique a soutenu Poutine. Oui, ça c'est un autre facteur qu'il ne faut pas sous-estimer. Il n'y a pas eu de fracture au sein des élites, pas de fracture au sein du système, ni même au sein des services de sécurité ou de l'armée. Il n'y a pas eu d'unité de parachutistes ou d'autres qui ont fait défection, comme encore une fois si on fait un parallèle, Alger 61 ou d'autres. Donc ça c'est plutôt rassurant pour Poutine, mais encore une fois, les gens se posent des questions. Et l'avenir du système à moyen terme, au-delà de 2024, date de l'échéance présidentielle, elle se pose. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Arnaud Dubien, autre remarque, et j'en terminerai, autre remarque, Poutine a accepté l'affront finalement. Est-ce qu'il n'a pas montré là peut-être une faiblesse et peut-être une capacité insoupçonnée au compromis ? Je crois qu'il a surtout voulu éviter un bain de sang, voire un double bain de sang, d'abord en Rostov, qui aurait pu devenir un Fort Chabrol puissance 10 ou 50, avec des Wagner dans l'état-major de la région militaire sud face à des Tchétchènes, et dans les rues de Moscou. Qu'est-ce qui finalement est le plus humiliant, le plus grave? Est-ce que c'est d'avoir effectivement en quelques heures changé de discours, laissé filer Prigojine, ou éviter le bain de sang? C'est un pari, il n'est peut-être pas fou ce pari de la part de Poutine. Merci beaucoup Arnaud Dubien, merci. Directeur de l'Observatoire franco-russe, chercheur associé à l'IRIS. Il est 10h58. Vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez. Vous avez vécu cette folle journée en Russie, samedi évidemment. Incroyable tout ce qui s'est passé. Vous voulez en parler? N'hésitez pas, peut-être entre 11h et midi, il n'y a aucun problème, on en parlera. Il est 10h58.